Un sac de cocaïne, retrouvé dans la voiture de l'accusé lors d'un contrôle routier de routine, s'écrase sur la table des preuves. Affaire ouverte et close. Elsa Lewis est assise, impassible. À la table de la défense, sous le regard méprisant du jury entièrement blanc. Les agents Shaun Murphy et Julian Torres échangent des sourires narquois tandis que le procureur range ses papiers avec une assurance théâtrale. Le juge ajuste ses lunettes. Comment plaide l'accusé? Elsa se lève, la posture militairement droite. Non coupable, votre honneur. Ces policiers ont dissimulé ces preuves. Ils me visaient spécifiquement. Des moqueries résonnent dans la salle d'audience. Le procureur lève les yeux au ciel pour le bénéfice du jury. Ces policiers ne se doutent pas qu'ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur carrière. 3 semaines plus tôt. La berline de luxe d'Elsa traverse un quartier aisé à majorité blanche. Elle revient d'une opération secrète à l'étranger, épuisée mais satisfaite du succès de la mission. Son téléphone sécurisé s'allume. Lewis, répond-elle. Confirmation de votre permission de 2 semaines. Son agent de la CIA lui répond. Le directeur vous adresse ses compliments pour Munich. Dites-lui que le colis est en sécurité, répond Elsa en apercevant une voiture de police devant elle. Merci de votre visite. Elle raccroche et se cache sous son identité. À quelques rues de là, les agents Shaun Murphy et Julian Torres sont assis dans leur voiture de patrouille. Shaun tambourine des doigts avec impatience. Nuit noire, dans ces quartiers riches, il ne se passe rien. Julian, parcourant les pages de son téléphone, hausse les épaules. De l'argent facile. Shaun se redresse brusquement. Apercevant la voiture d'Elsa. Eh bien, bonjour. Qu'est-ce qu'on a là? Julian suit son regard. Belle voiture. Trop belle pour quelqu'un comme elle dans ce quartier, répond Shaun. Le ton changeant. Voyons voir ce qu'elle manigance. Julian hésite un instant, puis hoche la tête. C'est un homme calculateur, qui pèse toujours le pour et le contre. À toi de voir. Il démarre, suivant la berline d'Elsa. Elsa le remarque immédiatement. Le rétroviseur reflète les gyrophares et son esprit entraîné calcule les possibilités. Elle vérifie sa vitesse exactement à la limite. Tous les clignotants sont utilisés correctement. Aucune infraction. Elle comprend parfaitement ce qui se passe, mais conserve son air civilisé. Les gyrophares de la voiture clignotent. Elsa fait signe et se range parfaitement sur le bas-côté, s'immobilisant complètement. Elle pose les 2 mains sur le volant, visible. Les policiers s'approchent, se déplaçant avec une coordination experte. Alors que Shaun s'approche de la fenêtre d'Elsa. Ils ne réalisent pas que leur interaction est entièrement enregistrée par bien plus que sa caméra. Shaun s'approche avec une lenteur délibérée, la main posée sur son étui. Le faisceau de sa lampe torche balaie le visage d'Elsa, s'attardant plus longtemps que nécessaire. Permis et immatriculation, exige Shaun sans donner d'explication. Puis-je vous demander pourquoi on m'arrête, agent? La voix d'Elsa reste parfaitement modulée. J'ai raté mon arrêt complet, ment Shaun sans effort. Permis et immatriculation, tout de suite. Elsa hoche la tête, ralentissant ses mouvements. Ma carte grise est dans la boîte à gants et mon permis de conduire est dans mon sac à main. Je vais les chercher. Doucement. Dit Shaun avec impatience. Julian se recule, positionné pour couvrir son partenaire. Il remarque le calme d'Elsa et l'interprète comme suspect plutôt que professionnel. Elsa lui fournit les documents. Shaun examine son permis de conduire, les sourcils froncés à l'adresse de Washington DC et à la carte d'identité officielle. Employé du gouvernement? Le ton de Shaun devient agressif. Loin de Washington DC, je rends visite à de la famille, répond Elsa d'un ton posé. Dans ce quartier. L'incrédulité est palpable. Mon cousin travaille pour une famille ici. Lance-t-elle, la couverture bien rodée et plausible. Shaun échange un regard avec Julian. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Puis-je vous demander pourquoi? Je ne crois pas avoir enfreint quoi que ce soit. Sortez du véhicule, répète Shaun, la main posée plus visiblement sur son arme. Elsa reconnaît le danger. J'obtempère, agent. Mais je tiens à préciser officiellement que je ne consens pas à une fouille sans motif valable. Elle sort, gardant un équilibre parfait malgré la tension.
Sa formation à la CIA lui permet d'afficher une nervosité appropriée tout en recensant chaque violation de procédure. Restez ici, ordonne Julian en désignant l'arrière du véhicule où Shaun commence à examiner sa voiture. Alors que Shaun disparaît de l'autre côté de la voiture, Julian bloque la vue d'Elsa. Mais pas avant qu'elle ne l'aperçoive en train de fouiller dans sa poche. J'ai trouvé quelque chose, annonce Shaun avec une surprise artificielle. Il ressort, tenant un petit sac en plastique rempli de poudre blanche. Regardez ce qu'on a là. Elsa plisse les yeux. Ce n'est pas à moi. Vous venez de le placer. Le visage de Shaun se durcit. Excusez-moi. Vous accusez un agent d'avoir falsifié des preuves. J'énonce un fait, répond Elsa d'un ton ferme. Ce n'était pas dans ma voiture avant que vous ne la fouilliez. Julian s'avance. Retourne-toi et mets tes mains derrière ton dos. C'est mal, déclare Elsa clairement pour tout enregistrement. Je n'ai pas consenti à cette perquisition. Et cette preuve a été dissimulée. Tais-toi et retourne-toi, rétorque Shaun. Elsa obtempère, sachant que toute résistance aggraverait la situation. Le métal froid des menottes lui mord les poignets, volontairement resserrés. Julian procède à une fouille qui s'éternise. Les lumières s'allument dans les maisons voisines. Des visages curieux apparaissent aux fenêtres. Les policiers ne tentent pas de dissimuler Elsa, la plaçant bien en évidence sous le lampadaire, où chacun peut assister à son humiliation. Shaun appelle des renforts, la voix tendue. Nous avons un suspect récalcitrant aux stupéfiants, qui demande des renforts. J'ai été parfaitement coopérative, déclare Elsa d'une voix claire. Les voisins qui regardent deviennent des témoins inconscients. Alors que Shaun la guide vers la voiture de patrouille, il se penche vers elle. Vous auriez dû rester dans votre quartier. Julian ajoute avec un faux professionnalisme, Madame, la possession avec intention de redistribuer est une accusation grave. Puis il murmure, vous pensez toujours pouvoir vous en tirer. Par la fenêtre, Elsa observe les agents fouiller son véhicule. Croyant que personne ne les observe, ils échangent un « high five ». Au poste, la procédure de démolition systématique se poursuit. Le sergent de service lui jette à peine un coup d'œil tandis qu'on la photographie, qu'on relève ses empreintes digitales et qu'on la déleste de ses affaires. Chaque officier la traite avec le même mépris. Tout au long de cette épreuve, l'esprit d'Elsa fonctionne avec une précision mécanique. Elle note les noms, les numéros de badge. Les violations de procédure, les témoins, chaque détail est enregistré avec une mémoire parfaite. Sa formation à la CIA lui permet de paraître angoissée tout en gardant une parfaite connaissance de la situation. La porte de la cellule se referme derrière elle. Elle s'assoit sur le banc. La tête baissée, l'air abattu face aux caméras de surveillance. Dans l'intimité de sa cellule, l'expression d'Elsa se transforme, passant de victime à prédatrice, tandis qu'elle murmure. Évaluation opérationnelle terminée. Il est temps d'activer les contre-mesures. Le matin, la monotonie du système judiciaire s'installe. Elsa se tient devant un juge indifférent pour sa première comparution, écoutant la fixation de la caution. Un coup de fil, annonce ensuite l'agent, la conduisant vers un téléphone mural. Elsa compose un numéro, non pas pour sa famille ou un avocat classique, mais pour une ligne sécurisée de la CIA. Elle module sa voix pour paraître contrariée mais maîtrisée. Salut, c'est moi. Commence-t-elle, cette salutation ordinaire masquant l'activation d'un protocole. Ouais, j'ai des ennuis. J'ai été arrêté hier soir. Ils ont caché de la drogue dans ma voiture. 2 agents? Shaun Murphy et Julian Torres. Elle intègre des phrases codées qui transmettent des informations cruciales, sa localisation, la nature de la compromission et la réponse spécifique requise. Pour tout observateur, elle ressemble à une femme en détresse appelant un ami. Pour son responsable, elle active la procédure de l'agence pour les agents compromis. J'ai juste besoin que vous contactiez mon cousin au sujet de ce dont nous avons discuté le mois dernier, conclut-elle en codant une demande de ressources spécifiques. 4 heures plus tard. La caution d'Elsa est versée par une femme d'âge moyen se présentant comme sa tante. L'argent provient de la CIA, mais les papiers révèlent un lien familial. Alors qu'elle est en train d'être libérée. Elsa surprend Shaun et Julian dans une pièce voisine. Tu as vu sa tête quand tu as trouvé ce sac, s'exclame Shaun en riant. Ça n'a pas de prix. Ces gens-là n'apprennent jamais. Julian répond, ils débarquent dans nos quartiers comme s'ils y étaient. Ça fait 3 ce mois-ci,
poursuit Shawn. Torres et Murphy assurent la propreté des rues et un casier judiciaire impeccable, ajoute Julian. Taux de condamnation parfait. Dans son appartement. Elsa entre dans sa chambre et active un mécanisme caché dans son placard. Un panneau coulisses, révélant une pièce sécurisée. Elle y entre. Le lendemain matin de l'incident. Elia était assis tranquillement dans son salon, une tasse de café refroidissant à côté de lui, tandis qu'il parcourait les articles de presse sur sa tablette. Son propre visage lui était fixé sur l'écran, une image de la vidéo de Meghan, prise juste après la gifle. Les titres étaient très variés, allant du plus direct au plus franc. Une femme gifle un homme dans une station-service locale, la vidéo devient virale, à l'accusé, la course et la puissance se rencontrent à Maplewood Pump. Mais c'est le reportage exclusif de Channel 7 qui a retenu le plus son attention. Les liens de la famille Walsh. Une histoire de plaintes enfouies. Il s'est avéré que Lindsay Walsh n'était pas n'importe quelle femme ayant des préjugés raciaux, c'était Lindsay Parker Walsh. Ex-femme de l'ancien shérif James Parker et sœur de Tyrone Walsh, l'actuel commissaire du comté. La chaîne avait découvert une série inquiétante de plaintes déposées contre elle au fil des ans. Mystérieusement rejetées ou enfouies sous une bureaucratie lourde. Il y avait notamment l'adolescent noir qu'elle accusait de l'avoir harcelé au centre commercial en 2018. Mais dont les poursuites avaient été abandonnées lorsque les images de vidéosurveillance ont montré qu'il faisait simplement des courses avec sa mère. Il y a eu le paysagiste hispanique qui, selon elle, l'avait menacé, et qui a perdu ses contrats avant d'être blanchi. Et plus récemment, un livreur noir a failli perdre son emploi après qu'elle a appelé le 911. L'accusant de repérer des maisons alors qu'il vérifiait simplement les adresses d'une livraison. Le téléphone sonna, perturbant la concentration d'Elia. C'était Chantel Green. « Monsieur Carter. Avez-vous vu les nouvelles ?» demanda-t-elle. « Je le regarde maintenant, » répondit-il, la voix tendue. « C'est plus qu'une gifle, » a déclaré Chantel. Il s'agit d'un schéma qui a perduré à cause de ses relations. J'ai organisé une rencontre avec Marcus Bell cet après-midi. C'est le meilleur avocat spécialisé en droit civique de l'État et il est prêt à prendre votre dossier bénévolement. Elia hésita. Il était enseignant, pas militant. Il tenait à sa vie privée. À sa tranquillité. M'engager dans une bataille juridique publique contre l'une des familles les plus puissantes du comté n'était pas ce que j'avais prévu pour mon été. Je voulais juste faire le plein d'essence, dit-il doucement. Je sais, répondit Chantel d'une voix douce mais ferme. Mais parfois, c'est le moment qui nous choisit, et non l'inverse. 3 heures plus tard, Elia était assis dans les modestes bureaux du Bell Legal Advocacy Group, face à Marcus Bell, de l'autre côté d'un bureau encombré de bloc-notes et de dossiers. Bell était plus jeune qu'Elia ne l'imaginait, la quarantaine peut-être, et son regard perçant ne laissait rien passer. Soyons clairs, Monsieur Carter. A commencé Marcus après avoir visionné la vidéo et le rapport de police, il ne s'agit pas seulement d'une gifle. Il s'agit d'un problème systémique où certaines personnes instrumentalisent leurs privilèges en toute impunité. Madame Walsh agit ainsi depuis des années, protégée par l'influence de sa famille. Il glissa un dossier sur le bureau. Ce sont des plaintes scellées auxquelles j'ai réussi à accéder aux 3 rien que ces 2 dernières années, toutes suivant le même schéma. Elle accuse. Envenime la situation, se fait la victime, puis son frère ou son ex-mari fait taire l'affaire. Elia feuilleta les documents, l'estomac noué. Alors, que se passe-t-il maintenant? A-t-il demandé. Maintenant, dit Marcus en se penchant en avant, on riposte. On commence par des accusations d'agression. Ensuite, on engage une action civile pour harcèlement racial et détresse émotionnelle. On rend l'affaire trop publique, trop coûteuse pour qu'il l'enterre cette fois-ci. Pendant ce temps, la ville de Maplewood se divisait selon des lignes prévisibles. Devant le palais de justice, un petit groupe de manifestants brandissait des pancartes sur lesquelles on pouvait lire. Justice pour Ellie et mettre fin à la corruption de la famille Walsh. De l'autre côté de la rue, une contre-manifestation s'était formée. Composée principalement de résidents plus âgés tenant des pancartes déclarant « Nous soutenons Lindsay et ne vous précipitez pas pour juger ». À la First Baptist Church. Le pasteur William Thompson s'est adressé à ses fidèles, leur rappelant que Lindsay était une membre de longue date de la communauté, une chrétienne dévouée et une généreuse donatrice. Il y a toujours 2 versions de chaque histoire, a-t-il déclaré. Mais à l'église Greater Opham, de l'autre côté de la ville, le révérend Jackson a délivré un message différent.
Lorsqu'un membre de notre communauté est agressé simplement parce qu'il se trouve dans l'espace public, le silence n'est pas une option. Nous soutenons frère Carter et exigeons justice. La division s'est répandue sur les réseaux sociaux, les habitants prenant parti et les échanges houleux s'intensifiant. Les tensions qui couvaient depuis longtemps à Maplewood ont refait surface, révélant des clivages raciaux que beaucoup avaient ignorés. Au lycée Maplewood, où Elia enseignait l'histoire américaine, le directeur Donovan l'a appelé dans son bureau lundi matin. « Elijah ?» Commença-t-il sans vraiment le regarder dans les yeux, vu l'attention médiatique, le conseil estime qu'il serait préférable que tu prennes un congé payé, le temps que la situation se calme. Tu sais à quel point ces choses-là peuvent distraire les élèves. Tu me suces pas pour agression ? Demanda Elia, incrédule. Pas de suspension, corrigea rapidement Donovan. Un départ volontaire pour ton bien. Elia resta immobile, réfléchissant aux implications. Qui du conseil a suggéré ça ? Donovan se tortilla, mal à l'aise. Je ne peux pas le dire. C'était un consensus général. Le commissaire Walsh faisait-il partie de ce consensus ? Insista Elia. Le silence du directeur était une réponse suffisante. Ce soir-là, racontant la conversation à Marcus et Chantelle au bureau du centre communautaire, la colère d'Elia était palpable. Ils essaient de m'isoler, dit-il. Me faire disparaître de la vue du public. C'est une tactique d'intimidation classique. Marcus acquiesça. Et ce ne sera pas la dernière. Ils feront pression sur tous vos proches, employeurs, amis, famille. Le téléphone d'Elia sonna. C'était sa sœur, Amara, la voix nouée par l'anxiété. Elijah, quelqu'un a laissé un mot sur ma porte. Il dit, ton frère aurait dû rester à sa place. Maintenant, ta famille paiera. Pas de signature, juste ces mots imprimés. Les enfants ont peur. La main d'Elia se serra sur le téléphone. Appelle la police. Documente tout. Et fais tes bagages. Tu restes chez moi ce soir. Après avoir raccroché, il regarda Chantelle et Marcus, la résolution renforcée. Ils s'en prennent à ma famille, maintenant. Marcus hocha la tête d'un air sombre. C'est pourquoi nous devons voir grand. Porteur plainte au civil non seulement contre l'INSEE, mais aussi contre tous ceux qui la soutiennent, la police qui ferme les yeux. Le commissaire du comté qui enterre les plaintes, la station-service qui a perdu les images lorsque certaines personnes sont impliquées. Tu veux poursuivre en justice toute la structure du pouvoir de cette ville ? Demanda Elia. Parfois, répondit Marcus. C'est ce que la justice exige. Pendant qu'ils élaboraient leur stratégie, Megan Reynolds, 17 ans, a dû faire face à ses propres réactions négatives. Sa vidéo étant devenue virale, ses réseaux sociaux ont été inondés de soutien. Mais aussi de critiques virulentes. Certains l'ont félicité d'avoir documenté la vérité. D'autres, dont ses camarades de classe et leurs parents, l'ont accusé de semer le trouble et de ternir l'image de la ville. Ce soir-là, Megan était en direct sur TikTok, le visage en larmes mais la voix posée. Je reçois des menaces pour avoir publié ce qui s'est réellement passé, a-t-elle déclaré. Mais je ne retirerai pas ma vidéo, car tout le monde a besoin de connaître la vérité. M. Carter n'a rien fait de mal. Il prenait juste des gaz, comme d'habitude. Elle s'est approchée de lui, a crié, puis l'a frappé. Il n'a pas élevé la voix. Elle s'essuya les yeux. On dit qu'il faut entendre les deux versions, mais j'étais là. Il n'y a pas deux versions de cette histoire. Il y a ce qui s'est passé et ce qu'elle veut faire croire. La vidéo a rapidement accumulé des milliers de vues, attirant l'attention nationale et le soutien des organisations de défense des droits civiques. Alors que la pression publique montait, le commissaire Ron Walsh a convoqué une réunion d'urgence avec le chef de la police Thomas Brewer et l'avocat de la famille William Stern. Ça devient incontrôlable, dit Ron en arpentant la salle privée du Maplewood Country Club. L'affaire a pris une ampleur nationale. Il faut contenir la situation. La vidéo complique les choses, admit Stern. Votre sœur a clairement frappé la première. Alors on change de récit, insista Ron. Trouvons quelque chose sur ce Carter, une plainte, une infraction au code de la route. N'importe quoi pour le faire passer pour l'agresseur. Le chef Brewer s'agita, mal à l'aise. Ron, on se connaît depuis 20 ans, mais on est en terrain glissant.
Le service est déjà sous surveillance. Tom, dois-je te rappeler qui a soutenu ta nomination? La voix de Ron était aigre. Le chef se tut. Trouver quelque chose ou créer quelque chose. Peu importe. Pendant que le commissaire complotait, Marcus Bell a rencontré un ancien employé d'une station-service qu'il avait contacté après avoir vu la nouvelle. J'y ai travaillé l'année dernière, dit le jeune homme, nerveux. Ce n'est pas la première fois que Madame Walsh cause des problèmes. Il y a 2 ans. Elle a accusé un livreur noir de l'avoir menacé sur le parking. Le gérant l'a emmené au bureau. Puis les images de sécurité de ce jour-là ont été corrompues. La prochaine chose que je sais, c'est qu'elle porte plainte et que le livreur est interrogé par la police. Seriez-vous prêt à témoigner de cela? Demanda Marcus. Le jeune homme hésita. Je dois vivre dans cette ville. Elia Carter aussi, lui rappela Marcus. Sa sœur et ses enfants aussi, qui reçoivent maintenant des menaces. De retour au centre communautaire de Chantelle. Elia a aidé à organiser un rassemblement de soutien lorsque son téléphone a vibré avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Vérifie tes emails. Tu dois voir ça. Un ami. L'email ne contenait aucun message, juste une pièce jointe vidéo. Elia retira son souffle en l'ouvrant. C'était une vidéo de surveillance de la station-service de Jackson. Horodatée 2 heures avant son arrivée. On y voyait Lindsay Walsh arpenter le parvis avec un homme qui semblait être le chef de station. Elle désignait des endroits précis. Gesticulait avec animation et, à un moment, mimait la peur, reculant les mains levées en signe de défense, comme face à une menace invisible. Elle avait tout planifié. Chantelle. Lança Elia d'une voix tendue. Il faut que tu vois ça. Tandis que Chantelle regardait, ses yeux s'écarquillèrent. Cela change tout, a-t-elle déclaré. Ce n'était pas un incident fortuit. C'était prémédité. Elia fixait l'image figée sur son écran, Lindsay Walsh répétait sa performance, projetant de provoquer un incident racial. Comptant sur sa cible pour réagir exactement comme prévu. Mais elle s'était trompée d'homme. Assurez-vous que tout le monde voit ça, dit-il doucement, tous les médias, tous les réseaux sociaux. La famille Walsh contrôle l'actualité dans cette ville depuis trop longtemps. Alors que la nuit tombait sur Maplewood. Les pièces du puzzle se mettaient en place pour une confrontation qui allait exposer non seulement les actions d'une femme, mais tout un système construit pour protéger ceux qui détiennent le pouvoir tout en faisant taire ceux qui osaient dire la vérité. L'aube se leva sur Maplewood, la ville déjà en effervescence. Pendant la nuit. Les images de vidéosurveillance montrant Lindsay Walsh en train de répéter sa confrontation s'étaient répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les sites d'information. La fuite stratégique de Chantelle avait fonctionné mieux que quiconque ne l'avait prévu. La vidéo montrait Lindsay se promenant dans la station-service avec le gérant, Bill Thompson. Pointant du doigt les angles de caméra et pratiquant ce qui ressemblait manifestement à des gestes de peur. À un moment, elle a même imité une tentative de recul devant une menace invisible. Les mains levées en signe de défense, avant d'adresser un signe de tête à Thompson avec un sourire satisfait. Elia regardait le journal télévisé du matin depuis son salon. Sa sœur Amara et ses 2 enfants dormant encore dans les chambres d'amis. La voix du présentateur emplissait le silence. Des images choquantes ont été diffusées dans l'affaire que les habitants appellent désormais la « claque de Maplewood ». Une vidéo de surveillance semble montrer Lindsay Walsh. La femme qui a accusé Elia Carter de l'avoir menacée, en train de répéter la confrontation des heures avant qu'elle n'ait lieu. Walsh, sœur du commissaire du comté Ron Walsh, n'a pas encore commenté les nouvelles preuves. Son téléphone a sonné. C'était Marcus. Vous voyez ça? Demanda l'avocat sans préambule. Difficile à rater, répondit Elia. Mon visage est sur toutes les chaînes. L'opinion publique a complètement changé, a déclaré Marcus. Nous recevons des appels de groupes nationaux de défense des droits civiques qui nous soutiennent. La NAACP souhaite déposer un mémoire d'amicus curiae si nous allons au procès. Si Elia pose des questions, il pourrait essayer de trouver un arrangement maintenant, expliqua Marcus. Il pourrait te proposer de l'argent pour que ça passe. Discrètement. Mais je pense qu'on a une chance de faire quelque chose de plus important. Ce n'est plus juste une histoire d'incident. Devant la maison de la famille Walsh. Une foule de manifestants s'était rassemblée, leurs chants audibles à travers les fenêtres fermées.
Lindsay regarda à travers les stores, le visage tiré et pâle. Ils ne partent pas, dit-elle à son frère Ron, qui arpentait le salon, le téléphone collé à l'oreille. Restez chez vous et ne parlez à personne, a-t-il lancé avant de reprendre son appel. Peu importe ce que ça coûte. Faites retirer cette vidéo pour violation de droits d'auteur, atteinte à la sécurité, peu importe. Faites-le, c'est tout. Mais il était trop tard. Les images avaient été téléchargées et republiées d'innombrables fois. Les chaînes d'information locales les diffusaient toutes les heures, et les médias nationaux s'étaient emparés de l'affaire. À l'hôtel de ville de Maplewood, le maire Alan Peterson a convoqué une conférence de presse d'urgence, désespéré de devancer la crise qui engloutit sa ville. L'incident à la station-service Jackson fait l'objet d'une enquête approfondie, a-t-il assuré aux journalistes, le front perlant de sueur malgré la climatisation. Nous prenons très au sérieux les allégations de discrimination raciale dans notre communauté. Une journaliste du Maplewood Gazette a levé la main. Maire Peterson. Les archives montrent que la famille Walsh a largement contribué à votre dernière campagne. Allez-vous vous récuser de toute implication dans cette affaire? Le maire tira sur son col. Ma relation avec la famille Walsh a toujours été strictement professionnelle. Question suivante. Un autre journaliste est intervenu. Est-il vrai que la station-service a été signalée pour infraction aux règles sanitaires et fermée ce matin? Certains suggèrent qu'il s'agit d'une tentative de restreindre l'accès à des preuves potentielles. Avant que le maire puisse répondre, son téléphone vibra, accompagné d'un SMS. Son visage se crispa en le lisant. Pas d'autres questions pour le moment, dit-il brusquement en s'éloignant du podium. Pendant ce temps, à la station-service Jackson, un ruban jaune du service de santé entourait la propriété. Un panneau sur la porte indiquait « Fermé sur ordre du service de santé de Maplewood ». Infraction en cours d'examen. Bill Thompson. Le manager vu dans les images de sécurité avec Lindsay, avait supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux et ne répondait pas à son téléphone. 3 camionnettes de presse étaient garées de l'autre côté de la rue. Les journalistes ont animé des stands UPS en direct, avec la station-service fermée en toile de fond. Chez Elia. L'atmosphère était tendue mais déterminée. Marcus arriva avec une pile de documents juridiques, et Chantel coordonnait les activités des militants locaux sur son ordinateur portable. Les enfants d'Amara jouaient tranquillement dans un coin, percevant l'humeur sérieuse des adultes. Nous avons déposé plainte au civil, annonça Marcus en étalant des papiers sur la table d'Elia. Nous demandons 2,5 millions de dollars de dommages et intérêts, citant Lindsay Walsh, la station-service Jackson et la police de Maplewood comme défendeurs. 2,5 millions. Répéta Elia, les yeux écarquillés. Le chiffre doit faire mal, a expliqué Marcus. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir une indemnisation. Il s'agit de créer des conséquences suffisamment graves pour qu'ils ne s'en prennent pas aussi vite à quelqu'un d'autre. Chantel leva les yeux de son ordinateur portable. Le rassemblement de soutien de demain devrait attirer au moins 300 personnes. Nous avons des intervenants, dont le révérend Jackson et des représentants de 3 organisations de défense des droits civiques. Elia hocha la tête, conscient de la gravité de la situation. C'était bien plus qu'un incident personnel. Il était devenu un symbole, le visage d'un combat bien plus grand que lui. « Comment va Megan ?» demanda-t-il en pensant à l'adolescente dont la vidéo avait tout déclenché. « Elle tient le coup », répondit Chantel. Ses parents la soutiennent, mais elle subit des critiques à l'école. Rien qu'elle ne puisse gérer, cependant. Cette fille a du cran. La conversation fut interrompue par une nouvelle sonnerie du téléphone d'Elia. L'appelant indiquait le lycée de Maplewood. Monsieur Carter, la voix du directeur Donovan semblait tendue. Le conseil scolaire a convoqué une réunion d'urgence concernant votre situation. Il invoque une conduite non professionnelle pour justifier la révision de votre contrat d'enseignement. Conduite non professionnelle, répéta Ellie, la colère montant. J'ai été agressé dans une station-service pendant mon temps libre, a-t-il déclaré. Je comprends, répondit Donovan, mal à l'aise. Mais la publicité perturbe le fonctionnement du conseil. Et certains membres du conseil estiment. Quels membres du conseil précisément? Coupa Elia. Ceux qui acceptent les dons du commissaire Walsh. Il y a eu une pause sur la ligne. La réunion aura lieu demain à 16 h. Vous avez le droit d'être représenté. Après avoir raccroché,
Elia a relayé la conversation à Marcus et Chantelle. Ils essaient de me virer maintenant, dit-il, la voix serrée par une colère contenue. Pas étonnant, répondit Marcus. Ils attaquent de tous côtés, votre réputation, vos moyens de subsistance. Une stratégie d'intimidation classique. On sera prêt, lui assura Chantelle, déjà en train de taper avec frénésie. J'alerte notre réseau. On va remplir la réunion du conseil scolaire de sympathisants. Ce soir-là, un animateur de radio local connu pour ses opinions conservatrices a pris la parole pour défendre l'INSEE. Ne nous précipitons pas dans nos jugements, les amis, a-t-il dit d'une voix traînante. Tout le monde a vu quelques secondes de vidéo, et soudain, cette femme est crucifiée. Ce que vous n'avez pas entendu, c'est sa version des faits. Lindsay Walsh a reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique suite à une précédente agression. Son avocat affirme qu'elle s'est sentie véritablement menacée par le langage corporel de Carter et a réagi instinctivement. L'avocate nouvellement embauchée par l'INSEE, Patricia Morrison, a tenu sa propre conférence de presse le lendemain matin, positionnant sa cliente comme une victime. Madame Walsh souffre de stress post-traumatique suite à une invasion de domicile il y a 3 ans, a déclaré Morrison à la presse. Confrontée à ce qu'elle percevait comme un langage corporel agressif de la part de M. Carter, elle a vécu une réaction traumatique. Ce n'était pas une question de race. C'était une femme effrayée qui se défendait. Cette affirmation aurait pu prendre de l'ampleur si ce n'était pas pour ce qui s'est passé ensuite. Un ancien secrétaire du bureau du commissaire Walsh a publié anonymement un enregistrement audio à plusieurs médias. L'enregistrement montre Ron Walsh parlant à quelqu'un. Vraisemblablement le chef brasseur. Ne dites rien. Assurez-vous que la vidéo de l'enfant disparaisse. On a déjà vécu pire. L'enregistrement est devenu viral en quelques heures, suscitant des appels à la démission du commissaire Walsh. Le comité d'éthique du comté a annoncé une réunion d'urgence pour examiner la situation. À mesure que les tensions montaient, les manifestations physiques de colère augmentaient également. Le matin de la réunion du conseil scolaire, Elia est sorti de chez lui et a trouvé le pare-brise de sa voiture brisé. Une brique posée sur le siège du conducteur avec une note attachée. Commerçant de course, connais ta place. Les policiers ont pris des photos et ont déposé plainte. Mais Elia voyait bien sur leur visage qu'ils faisaient semblant. Personne ne s'attendait à une arrestation. Cet après-midi-là, la réunion du conseil scolaire s'est transformée en véritable champ de bataille. La petite salle de conférence était bondée au-delà de sa capacité, les gens se déversant dans le couloir. Des pancartes soutenant Elia étaient bien visibles et lorsque le président du conseil a tenté de limiter les commentaires du public, la foule a éclaté en signe de protestation. Chantelle s'était organisée efficacement. Parents, élèves, collègues enseignants et militants associatifs ont pris la défense d'Elia avec passion. Son dossier d'enseignement était impeccable. Les témoignages des étudiants ont souligné l'équité et le dévouement d'Elia. Et la tentative de présenter l'incident comme une conduite non professionnelle a rapidement été étouffée par l'opinion publique. Finalement, le conseil a voté à 4 voix contre 3 pour ne prendre aucune mesure concernant le statut d'Elia, une victoire qui semblait creuse puisque le vote aurait dû être unanime. À l'extérieur de l'école, les journalistes ont assailli Elia pour recueillir ses commentaires. « Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui », a-t-il dit prudemment. Mais le simple fait que mon poste ait été remis en question montre la profondeur de ces problèmes. Il ne s'agissait pas de déontologie, mais de me réduire au silence. Le lendemain matin, on apprit que le ministère de la Santé avait brusquement levé l'ordre de fermeture de la station-service de Jackson. Le timing était suspect. Car Marcus venait de déposer une requête pour préserver toutes les preuves présentes sur les lieux. Lorsque les enquêteurs du cabinet de Marcus sont arrivés au commissariat, ils ont découvert que le système de sécurité avait été modernisé pendant la nuit. Toutes les images précédentes avaient apparemment été perdues lors de la transition. Ils détruisent des preuves, a fulminé Marcus en apprenant la nouvelle. C'est de l'obstruction à la justice, tout simplement. Pendant ce temps, les efforts de la famille Walsh pour limiter les dégâts ont commencé à se retourner contre elle. Chaque tentative de dissimulation n'a fait qu'attiser l'indignation du public et s'ajouter aux preuves de corruption de plus en plus nombreuses. L'affaire civile a été accélérée en raison de l'intérêt du public, une audience préliminaire étant prévue 3 semaines seulement après l'incident.
La déposition de Lindsay était prévue pour le lundi suivant. Le dimanche soir précédent, elle était assise dans le bureau de son avocat pour répéter ses réponses. Le stress des dernières semaines se lisait sur son visage. Son maquillage habituellement impeccable ne cachait pas les cernes sous ses yeux, et elle avait perdu du poids. Tenez-vous-en à l'histoire, a conseillé Patricia Morrison. Vous vous êtes senti menacé. Vous avez réagi par peur, pas par malveillance. Ne donnez pas spontanément d'informations supplémentaires. Lindsay hocha la tête machinalement, mais sa confiance était visiblement ébranlée. Le discours public avait radicalement changé à son encontre. D'anciens amis avaient pris leur distance, et même son église, autrefois un soutien fiable, s'était sensiblement refroidi à son égard. Et s'il pose des questions sur la vidéo de sécurité, celle où je parle à Bill avant que cela n'arrive. Disons que vous parliez d'un incident précédent au commissariat. Répondit Morrison d'un ton posé. Rien dans cette vidéo ne prouve explicitement que vous prépariez quoi que ce soit. Le lendemain matin, Lindsay arriva au tribunal, accompagnée de son avocat et de son frère. Une foule de manifestants s'écarta à contre-cœur pour les laisser passer, leur chant résonnant dans le couloir de marbre. Dans la salle de déposition, Marcus Bell attendait avec Elia et un sténographe judiciaire. La tension était palpable lors de la prestation de serment de Lindsay. Pendant la première heure, elle a gardé son sang-froid, s'en tenant à des réponses répétées sur le sentiment de menace et la réaction de peur provoquée par le traumatisme. Mais lorsque Marcus a commencé à diffuser image par image les images de sécurité de sa répétition avec Bill Thompson, elle a commencé à vaciller. Madame Walsh. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous adoptez ce qui semble être une posture défensive dans cette vidéo? C'était 2 heures avant l'arrivée de Monsieur Carter au poste. Je t'ai dit qu'on parlait d'un incident précédent, insista-t-elle d'une voix plus forte. Un incident qui t'a obligé à t'entraîner à reculer de peur. Marcus a continué. Et pouvez-vous expliquer ce moment où vous semblez sourire et hocher la tête après votre répétition? Lindsay perdit son sang-froid. Tu ne comprends pas. Les gens comme lui s'en sortent toujours impunément. Ils débarquent dans nos villes, envahissent nos quartiers, et on est censé l'accepter. Les doigts de la sténotypiste se figèrent sur sa sténotype. Elia resta parfaitement immobile, ne laissant transparaître aucune émotion malgré le racisme flagrant dont il venait d'être témoin. Des gens comme, qui exactement, Madame Walsh, demanda Marcus à voix basse. Lindsay semblait prise au piège, son regard oscillant entre Marcus et son propre avocat. Patricia Morrison demanda rapidement une pause, mais le mal était fait. Dans le couloir, Morrison réprimanda sa cliente. À quoi pensais-tu? On avait une stratégie. J'en ai assez de faire semblant, rétorqua Lindsay, la voix brisée par le stress et la colère. Il n'était pas censé se défendre. Aucun d'eux ne le fait. Ce n'est pas comme ça que ça marche. À l'insu des 2 femmes, un assistant juridique qui passait par là avait entendu l'échange. Ce soir-là, l'emportement de Lindsay s'était ajouté à l'histoire de plus en plus médiatisée de l'affaire, consolidant encore davantage l'opinion publique contre elle à l'approche de l'audience préliminaire. Les preuves contre Lindsay et ses complices continuaient de s'accumuler. D'anciennes victimes de ces fausses accusations se sont manifestées, et des dossiers de plainte rejetés ont mystérieusement réapparu. Le schéma de corruption et de ciblage racial est devenu impossible à ignorer. La veille de l'audience, Elia se tenait sur son porche, observant le camion de presse toujours garé dans sa rue. Ce qui avait commencé comme un simple arrêt pour faire le plein s'était transformé en un événement qui avait transformé sa ville, révélant des préjugés et des systèmes corrompus depuis longtemps enfouis. « Tu tiens le coup ?» demanda Chantelle en le rejoignant sur le porche. « Je n'ai rien demandé de tout ça, » dit-il doucement. « Personne ne le fait jamais, » répondit-elle. « Mais parfois, c'est nous qui devons intervenir. » À l'intérieur de la maison, Marcus préparait sa déclaration d'ouverture, déterminé à ce que cette affaire soit plus qu'une simple anecdote dans l'histoire locale. Elle deviendrait un véritable règlement de compte. Les marches du palais de justice étaient bondées de manifestants, de contre-manifestants et de médias venus de tout le pays alors qu'Elia se dirigeait vers l'intérieur pour le premier jour de témoignage. L'audience préliminaire avait établi une cause probable avec des preuves accablantes, de sorte que le juge a accéléré le traitement de l'affaire, contournant les délais habituels. À l'intérieur de l'imposante salle d'audience, avec ses boiseries sombres et son drapeau américain, Elia redressa sa cravate et prit place à côté de Marcus. De l'autre côté de l'allée,
Lindsay Walsh était assise avec son avocat, son frère était visiblement absent après avoir été assigné à comparaître. Lors d'une enquête éthique distincte. La juge Sarah Harmon, une femme d'une soixantaine d'années austère et réputée pour ses procédures pragmatiques, a rappelé la salle à l'ordre. Le silence est revenu lorsque Marcus s'est approché du podium pour sa déclaration liminaire. « Votre honneur, mesdames et messieurs du jury », commença-t-il d'une voix mesurée et claire. Cette affaire est bien plus qu'une simple gifle. Elle concerne un système qui a laissé les préjugés d'une femme impunie pendant des années en raison de ses liens familiaux. Elle concerne ce qui arrive lorsque le pouvoir corrompt la justice et un homme qui a finalement dit stop. Quand ce fut le tour de Patricia Morrison. Elle dépeignit Lindsay comme une femme incomprise dont les actions avaient été déformées par la frénésie médiatique. Madame Walsh n'est pas jugée pour les péchés de sa famille, insista-t-elle. C'est une personne qui a réagi par peur sincère, aussi erronée ait-elle pu être cette peur. Le premier témoin appelé fut Eli lui-même. Alors qu'il montait à la barre et prêtait serment. Il sentait le poids de tous les regards dans la salle d'audience. Ce moment ne le concernait plus seulement, il représentait quelque chose de bien plus vaste pour sa communauté. Monsieur Carter. Commença Marcus, veuillez dire au tribunal, avec vos propres mots, ce qui s'est passé à la station-service Jackson le 15 juin. Eli prit une profonde inspiration et parla d'une voix calme et digne. Je me suis arrêté faire le plein en allant chez ma sœur. Je vaquais à mes occupations lorsque Madame Walsh s'est approchée de moi, filmant avec son téléphone et m'accusant de bloquer la pompe. Alors qu'il y avait plusieurs pompes vides disponibles. Je suis resté calme et j'ai essayé de calmer la situation. Son agitation s'est accentuée. Elle m'a giflé sans provocation. Et comment as-tu réagi après avoir été agressé, demanda Marcus. Je n'ai pas riposté. Si c'est bien ce que tu demandes, répondit Elia. Je lui ai dit qu'elle avait fait une erreur. Puis je suis rentré pour signaler l'incident et demander une vidéo de surveillance. Pourquoi n'as-tu pas riposté physiquement? Demanda Marcus, même s'il connaissait la réponse. Elia regarda le jury droit dans les yeux. Parce que c'est ce qu'elle voulait. C'est ce à quoi s'attendent des gens comme Madame Walsh, que nous réagissions avec colère. Que nous appliquions leurs stéréotypes. Mais surtout, en tant qu'homme noir aux États-Unis, je savais que si j'avais riposté, je serais assis à une autre table dans cette salle d'audience aujourd'hui. Un murmure parcourut la galerie. Plusieurs jurés hochèrent la tête presque imperceptiblement. Monsieur Carter, continua Marcus. Ce n'était pas la première fois que vous subissiez ce genre de traitement, n'est-ce pas? Non, répondit Elia. J'ai passé ma vie à être suivi dans les magasins. Interrogé sur mon appartenance à certains quartiers, surveillé par des agents de sécurité lorsque je faisais mes courses. La plupart des Noirs américains vivent des expériences similaires. En général, nous restons silencieux. Nous faisons profil bas. Nous essayons de ne pas faire de vagues. Qu'est-ce qui a rendu cette fois-ci différente? Ellie s'arrêta, réfléchissant. Elle a franchi une limite, du préjugé passif à l'agression physique. Et j'ai réalisé qu'en gardant le silence, je laissais ce comportement perdurer, non seulement contre moi, mais aussi contre d'autres qui n'avaient peut-être pas les moyens de se défendre. Après le témoignage d'Elia, Megan Reynolds, âgée de 17 ans, a pris la parole. Malgré sa jeunesse, elle se tenait avec une prestance remarquable, même si sa nervosité était évidente dans la façon dont elle remit ses cheveux derrière son oreille à plusieurs reprises. Megan, commença doucement Marcus, peux-tu nous dire ce que tu as vu à la station-service ce jour-là? J'étais à l'intérieur du magasin en train d'acheter un soda quand j'ai vu Madame Walsh crier sur M. Carter dehors, a-t-elle expliqué. Il ne faisait rien de mal, il faisait juste le plein d'essence à côté de sa voiture. Elle s'est approchée de lui et a commencé à filmer. L'accusant de tout et de rien. Je sentais que quelque chose de grave allait arriver, alors j'ai commencé à filmer avec mon téléphone. Et qu'as-tu vu se passer ensuite? Elle lui a crié dessus parce qu'il la regardait bizarrement, ce qui n'était pas le cas. Il était super calme, essayant juste de finir son ravitaillement. Puis, sans prévenir, elle l'a giflé très fort. La voix de Megan tremblait légèrement. Je n'arrivais pas à y croire. Et le plus fou, c'est qu'il ne l'a pas frappé en retour. Il lui a juste dit quelque chose et s'est éloigné. Pourquoi as-tu décidé de partager ta vidéo en ligne? A demandé Marcus.
Meghan se redressa sur son siège. Parce que ce n'était pas normal. Et je savais que sans vidéo, les gens pourraient ne pas croire ce qui s'est réellement passé. Les gens comme Madame Walsh comptent sur le fait que les autres ferment les yeux. Lors du contre-interrogatoire de Morrison, elle a tenté de suggérer que Meghan avait édité la vidéo ou avait manqué des événements précédents qui auraient pu justifier les actions de Lindsay. « Tu es une vraie influenceuse sur les réseaux sociaux maintenant, n'est-ce pas ?» demanda Morrison avec une condescendance voilée. « Cette vidéo a vraiment boosté ton audience. » Les yeux de Meghan ont brillé. « Je l'ai postée parce que c'était la vérité. J'ai perdu des amis à cause de ça. J'ai reçu des menaces. Crois-moi, si je voulais attirer l'attention. Il y a des moyens plus simples d'en obtenir. » Au fur et à mesure que le procès progressait, les preuves contre Lindsay s'accumulaient. Des images de vidéosurveillance la montrant en train de répéter la confrontation furent diffusées. D'anciennes victimes de ces fausses accusations témoignèrent d'incidents similaires. Bill Thompson a-t-il finalement admis, les yeux fixés sur ses mains. Elle a dit qu'elle en avait assez de voir ces gens envahir sa ville et qu'elle voulait faire un exemple. Je l'ai accompagné parce que son frère est commissaire Walsh et que le renouvellement de ma licence d'exploitation approchait. Le témoignage le plus accablant est venu d'un témoin surprise. Robert Johnson, un ancien employé de la station-service de Jackson qui avait été témoin d'un incident similaire 2 ans plus tôt. Madame Walsh a accusé un livreur noir de l'avoir menacé. Johnson a témoigné, « J'ai tout vu. Il vérifiait simplement l'adresse d'un colis. Elle a appelé la police, affirmant qu'il s'était jeté sur elle. Quand j'ai dit au responsable que j'avais tout vu et que le livreur n'avait rien fait de mal, il m'a dit de me taire si je voulais garder mon emploi. » Le lendemain, a-t-il déclaré. Les bandes de sécurité de ce jour-là ont été accidentellement effacées. À mesure que les preuves s'accumulaient, la défense de Lindsay commençait à s'effondrer. Son avocat semblait de plus en plus désespéré, s'opposant fréquemment et sur des arguments de plus en plus fragiles. Le récit d'une femme traumatisée agissant par peur cédait la place à la réalité d'une personne privilégiée qui avait à plusieurs reprises instrumentalisé ses relations contre des personnes de couleur. Au 4e jour du procès, Marcus a demandé que le commissaire Ron Walsh soit cité à comparaître. Malgré les efforts de son avocat pour annuler la citation, le juge Harmon lui a ordonné de comparaître. Lorsque Ron Walsh a témoigné, sa confiance habituelle s'était évaporée. L'enquête éthique sur sa conduite l'avait déjà contraint à prendre un congé. Et la tension se lisait sur son visage. « Commissaire Walsh » commença Marcus. « Nous avons des preuves de multiples cas où des plaintes contre votre sœur ont été mystérieusement classées sans suite ou des preuves ont disparu. Pouvez-vous expliquer votre rôle dans ces coïncidences ? » « Je m'y oppose » a crié Morrison. « Dehors. Le commissaire Walsh n'est pas jugé ici. »« Votre honneur » a rétorqué Marcus. « Les actions du commissaire sont directement liées à l'établissement d'un modèle de comportement protégé qui a enhardi Madame Walsh et conduit à l'agression de mon client. » Décision rejetée. A déclaré fermement le juge Harmon. Le témoin répondra à la question. Ron Walsh se tortilla, mal à l'aise. « J'ai peut-être déjà fait des recherches pour ma sœur. Ce n'est ni inhabituel ni illégal. Les membres d'une famille veillent les uns sur les autres. » Des enquêtes, répéta Marcus. C'est ça qu'on appelle faire pression sur le chef de la police pour qu'il rejette des plaintes fondées ou menacer une station-service de perdre son permis d'exploitation si les images de surveillants n'étaient pas effacées ? Le visage de Walsh rougit. Tu déformes les faits. Vraiment ? Marcus a sorti une pile de courriels. Ces échanges entre votre bureau, la police et les différentes entreprises où se sont produits des incidents impliquant votre sœur révèlent une toute autre histoire. Ils témoignent d'une volonté systématique de dissimuler son comportement et d'intimider ses victimes. Tandis que Walsh s'efforçait d'expliquer les preuves, Elia observait depuis son siège. Submergé par un mélange complexe d'émotions. La satisfaction de voir la vérité révélée, mais aussi une profonde tristesse qu'une telle corruption ait pu s'installer si longtemps dans sa communauté. Ce soir-là, après la levée de l'audience, Chantel a organisé une réunion publique à l'église Greater Hope. Le bâtiment était bondé. Les gens se tenant debout dans les allées et se déversant sur les marches extérieures. Lorsqu'Ellie monta à la tribune, la foule se tut. Il n'avait pas prévu de prendre la parole. Mais quelque chose en lui avait besoin de s'adresser directement à sa communauté, hors des contraintes formelles de la salle d'audience. Je n'ai jamais voulu être le visage de ce combat.
commença-t-il d'une voix douce mais qui résonnait dans l'excellente acoustique de l'église. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai fait ce que beaucoup d'entre nous font, faire profil bas. Ne pas faire de vagues. Se dire que le silence est plus sûr. Il marqua une pause, contemplant la mer de visage. Mais il arrive un moment où le silence devient complicité. Maintenir la paix. C'est accepter l'injustice. La gifle que j'ai reçue n'a duré qu'un instant, mais elle représente quelque chose de bien plus profond. L'attente selon laquelle nous devrions accepter les mauvais traitements, que nous devrions être reconnaissants d'être autorisés à exister dans des espaces que d'autres tiennent pour acquis. La pièce était complètement silencieuse, chacun restant suspendu à ses paroles. Il ne s'agit pas seulement de moi ou de Lindsay Walsh. Il s'agit d'un système qui l'a protégé en raison de sa famille et qui a rejeté les plaintes de personnes jugées moins importantes. Il s'agit d'avoir le courage de dire « assez ». Non pas avec violence, mais avec dignité et détermination. À la fin de son discours, de nombreux spectateurs pleuraient ouvertement. Les applaudissements qui ont suivi ont été tonitruants. Une libération cathartique pour une communauté longtemps ignorée. Le lendemain matin, alors qu'Elia se préparait pour une nouvelle journée au tribunal. Il alluma la télévision et vit son propre visage le regarder. Un grand réseau avait publié un reportage spécial intitulé « La gifle qui a changé une ville ». Avec des entretiens avec des membres de la communauté, des experts juridiques et des militants des droits civiques discutant des implications plus larges de l'affaire. La réponse de M. Carter est devenu un exemple magistral de résistance digne. Un commentateur a noté, il n'a pas répondu à la violence par la violence. Il a utilisé le système lui-même pour exiger des comptes. Au 5e jour du procès, le jury avait entendu tous les témoins importants. Les preuves contre Lindsay étaient accablantes et sa défense s'était largement effondrée. Alors que les plaidoiries finales approchaient, son équipe juridique a fait un dernier effort pour sauver la situation. Monsieur Bell Morrison, a-t-il déclaré en s'approchant de Marcus pendant une pause, mon client est prêt à proposer un règlement substantiel pour résoudre cette affaire rapidement et discrètement. Quelle est son importance? Demanda Marcus, même si son expression suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. 2 millions de dollars, répondit Morrison. Avec un accord de confidentialité, bien sûr. Aucun aveu de faute. Marcus regarda Elia, qui avait entendu la conversation. Leurs regards se croisèrent dans un échange silencieux. Non. Répondit fermement Elia. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agit de responsabilité et de vérité. Je veux que tout soit rendu public. Le visage de Morrison se crispa. Votre client est déraisonnable. Cette offre est généreuse. Mon client, répondit Marcus, a des principes, et les principes, mademoiselle Morrison, sont quelque chose avec lequel votre cliente voudra peut-être se familiariser. Alors qu'il se préparait à retourner dans la salle d'audience pour les plaidoiries finales. Un greffier s'est approché du cabinet du juge Harmon avec une enveloppe marquée urgent, preuve supprimée. La source était inconnue, mais le moment était on ne peut plus dramatique. La salle d'audience bourdonnait de spéculations tandis que la juge examinait le contenu dans son cabinet. À son retour, son expression était grave. L'avocat va s'approcher du tribunal. Ordonna-t-elle tandis que Marcus et Morrison s'entretenaient avec le juge. Elia vit leurs expressions changer, le visage de Morrison pâlit, les yeux de Marcus s'écarquillèrent de surprise. Ce qui se trouvait dans cette enveloppe avait changé la donne. Le procès était sur le point de prendre une tournure inattendue. La salle d'audience resta silencieuse tandis que la juge Harmon regagnait son siège, la mystérieuse enveloppe ouverte sur son banc. L'air indéchiffrable. Elle ajusta ses lunettes et s'adressa à la salle comble. À la lumière des nouveaux éléments de preuve présentés au tribunal, nous allons suspendre l'audience de 30 minutes. Les avocats des deux parties resteront en chambre pour discuter. Alors que le juge se levait, des murmures s'élevèrent dans la salle. Elia lança un regard interrogateur à Marcus, qui secoua légèrement la tête. Il savait aussi peu que quiconque ce qui se passait. Dans le cabinet du juge, Sarah Harmon a étalé le contenu de l'enveloppe sur son bureau. Des courriels, des SMS et ce qui semblait être des notes internes formaient une trace écrite accablante entre Lindsay Walsh, son frère, le commissaire Ron Walsh, et Bill Thompson, le gérant de la station-service. Ces communications, a expliqué le juge Harmon aux avocats, détaillaient une coordination explicite visant à organiser des confrontations avec des personnes de couleur,
puis à manipuler les preuves. L'échange le plus récent mentionnait explicitement M. Carter, le désignant comme une cible idéale en raison de sa position au lycée. Le visage de Patricia Morrison était pâle, décoloré. « Votre honneur, nous ne pouvons pas vérifier l'authenticité de ces documents sans. » Commença Patricia. Les documents comprennent l'adresse courriel officielle du commissaire Walsh et portent des signatures numériques, a interrompu le juge d'un ton ferme. Leur authenticité peut être vérifiée par des experts désignés par le tribunal. Plus important encore, ils corroborent les preuves déjà présentées lors de ce procès. Marcus Bell a conservé son sang-froid professionnel, même si son regard trahissait sa stupeur face à l'ampleur du complot. Votre honneur. Nous demandons que le commissaire Walsh soit rappelé à la barre immédiatement. Le juge Harmon hocha la tête. Il le sera. Je lance également une assignation à comparaître pour toutes les communications de son bureau des 3 dernières années concernant sa sœur ou tout incident survenu à la station-service Jackson. À la reprise de l'audience, l'atmosphère était électrique. La nouvelle de la mystérieuse enveloppe avait fuité, et les journalistes, frénétiquement, mettaient à jour leurs articles à l'extérieur. Le commissaire Ron Walsh fut rappelé à la barre, son avocat protestant faiblement. L'homme d'État confiant avait disparu. À sa place se tenait un homme sentant son monde soigneusement construit s'écrouler autour de lui. « Commissaire Walsh », commença le juge Harmon, prenant inhabituellement en charge l'interrogatoire. « J'ai devant moi des courriels de votre compte du comté discutant et je cite de la « gestion de l'affaire Carter pour protéger l'INSEE ». Pourriez-vous expliquer ces communications ?» Walsh déglutit difficilement, le regard rivé sur son avocat. « J'ai peut-être exprimé des inquiétudes quant au bien-être de ma sœur après l'incident. Ce courriel est daté de 2 jours avant l'incident. » La voix du juge Harmon s'est durcie. « Vous avez écrit, l'INSEE dit qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre à qui il faut apprendre le respect. Un professeur du lycée. J'ai dit à Bill de s'assurer que les caméras soient bien positionnées cette fois. » Un halètement collectif s'éleva dans la galerie. Elia sentit un frisson le parcourir. Ils l'avaient ciblé, ils avaient tout planifié à l'avance. À cet instant, l'avocat de Walsh se leva brusquement. « Votre honneur. Mon client invoque son droit de ne pas s'auto-incriminer en vertu du 5e amendement. Un choix judicieux, a noté sèchement le juge Harmon, mais plutôt tardif. En quelques heures. Des copies des courriels étaient parvenues jusqu'à Chantelle. Personne ne se demandait comment elle les avait obtenus. Ce qui comptait, c'est que le soir venu. Les captures d'écran étaient devenues populaires à l'échelle nationale, la preuve ultime confirmant ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Pendant ce temps, entouré de journalistes alors qu'il tentait de quitter le palais de justice, le commissaire Walsh était assailli de questions. Commissaire Walsh. Avez-vous contribué à orchestrer des incidents racistes pour maintenir le pouvoir à Maplewood? Est-il vrai que vous avez menacé les commerçants qui refusaient de coopérer avec les fausses déclarations de votre sœur? Adossé à sa voiture, Walsh finit par craquer. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, lâcha-t-il, regrettant aussitôt ses paroles. On voulait juste préserver la réputation de la famille. L'INSEE a des problèmes. J'essayais de la protéger. Ses aveux partiels, filmés par une douzaine de caméras, sont devenus la une des journaux télévisés du soir dans tout le pays. Le lendemain matin, Bill Thompson, le gérant de la station-service qui avait disparu après son premier témoignage, a demandé à revenir à la barre. Son avocat lui a apparemment indiqué qu'une coopération totale pourrait être sa seule chance d'éviter de graves accusations. Madame Walsh venait me voir environ 1 fois par mois. A témoigné Thompson d'une voix à peine audible. Elle me montrait du doigt des clients. Elle n'aimait pas qu'ils soient toujours noirs ou hispaniques, et elle créait des incidents. Elle me disait exactement quoi faire des images de sécurité par la suite. « Et pourquoi as-tu obéi » demanda Marcus. Thompson fixait ses mains. « La première fois que j'ai refusé. Ma station a été frappée d'infractions sanitaires, de contrôles fiscaux, de tout. Le commissaire Walsh a été clair, soit j'aidais sa sœur, soit je perdais mon entreprise. Et qu'en est-il de l'incident avec M. Carter en particulier? Elle est arrivée ce matin-là en disant qu'elle avait trouvé la cible idéale. Un professeur prétentieux qui avait besoin d'être remis à sa place. » Thompson ajouta rapidement, c'était ses mots, pas les miens. Elle a tout répété. M'a montré exactement où positionner les caméras. Elle avait bien précisé, on dirait qu'il m'a menacé. Elle avait déjà fait ça tellement de fois.
Je ne pensais pas que ça changerait. Qu'est-ce qui était différent cette fois-ci? Insista Marcus. Le gamin avec le téléphone, admit Thompson. Megan. Personne n'avait prévu que quelqu'un d'autre filmerait. Tandis que le témoignage de Thompson se poursuivait, Lindsay Walsh s'assit à la table de la défense, de plus en plus isolée. Les objections de ses avocats furent rejetées les unes après les autres. Plus tôt dans la matinée, Patricia Morrison avait officiellement demandé à se retirer de son poste d'avocate, invoquant des conflits éthiques. Mais le juge Harmon a rejeté la demande si tard dans la procédure. À l'heure du déjeuner, les dominos tombaient rapidement. Le surintendant du district scolaire de Maplewood a publié une déclaration publique, à la lumière des récentes révélations, le conseil a voté à l'unanimité la réintégration de M. Elia Carter dans son poste d'enseignant, avec le versement de l'intégralité de son salaire rétroactif et des excuses officielles. Le membre du conseil à l'origine de la révision du statut de M. Carter a démissionné avec effet immédiat. Pendant la pause déjeuner, Elia a consulté son téléphone et a vu des dizaines de messages de soutien d'anciens élèves, de collègues et de membres de la communauté. Parmi eux, un mot particulièrement touchant du directeur. Elijah, j'aurais dû te soutenir dès le début. J'ai laissé la peur des répercussions guider mes actions plutôt que mes principes. J'espère que tu me pardonneras, mais je comprendrai si tu ne le peux pas. Quoi qu'il en soit. Ta classe t'attend et que tu seras prêt à revenir. La séance de l'après-midi a apporté des témoignages encore plus accablants. Alors que d'anciens voisins et connaissances de Lindsay se sont manifestés, décrivant des années de commentaires et de comportements racistes qui avaient été ignorés ou excusés par la communauté. Elle m'a dit un jour qu'elle tenait une liste des personnes suspectes du quartier, a témoigné un ancien voisin. Quand je l'ai consulté, c'était simplement la liste de toutes les familles noires ou métisses de notre rue. Un autre témoin, un ancien ami d'église, a admis à contre-cœur. Elle disait des choses pendant l'étude biblique comme « Nous devons prier pour que ces gens connaissent leur place ». Quand quelqu'un la questionnait, elle nous rappelait qui était son frère. À chaque témoignage, le tableau se précisait. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé ni des préjugés d'une femme, mais d'un système qui la soutenait et la protégeait. Laissant son comportement s'aggraver parce qu'elle pensait qu'il n'y aurait aucune conséquence. Tandis qu'Elia observait les débats, il se sentait étrangement détaché. Le procès avait pris une ampleur propre, révélant une corruption bien plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Une part de lui souhaitait que cela s'arrête. Qu'il retourne à sa vie tranquille d'enseignant d'histoire et de visite à sa sœur le week-end. Mais une autre part comprenait que ce qui se passait était en train de s'écrire. Ce soir-là. En rentrant chez lui, Elia trouva un autre mot dans sa boîte aux lettres. Contrairement au message menaçant qu'il avait reçu auparavant, celui-ci le glaça par son caractère personnel. Tu n'as rien à faire ici. Tu as peut-être gagné au tribunal, mais pas dans cette ville. Il montra la note à Marcus et Chantelle, qui étaient venus discuter du déroulement de la journée suivante. Nous devrions informer le tribunal, dit Marcus, en plaçant soigneusement la note dans un sac de preuves. C'est de l'intimidation de témoins. C'est plus que ça, a observé Chantelle. C'est du désespoir. Ils perdent le contrôle du récit qu'ils ont entretenu pendant des générations. Le lendemain matin, un événement inattendu se produisit. Lindsay Walsh, comprenant désormais clairement l'orientation de l'affaire, accepta de témoigner pleinement, mais seulement si une immunité partielle lui était accordée, lui permettant de révéler l'identité de toutes les personnes impliquées. Le juge Harmon, après avoir consulté le procureur de district, a accepté une immunité limitée liée uniquement aux accusations de complot, et non à l'agression elle-même ou aux fausses informations antérieures. La salle d'audience était bondée lorsque Lindsay a témoigné. Son apparence était radicalement différente de celle de la femme assurée qui avait giflé Elia quelques semaines plus tôt. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par un simple chemisier et une jupe. Son maquillage était minimaliste et son attitude réservée. Madame Walsh, commença Marcus. Vous avez accepté de témoigner au sujet d'autres personnes impliquées dans un harcèlement coordonné. Commençons par qui, outre votre frère et Monsieur Thompson, vous a aidé à cibler des personnes de couleur à Maplewood. Ce qui a suivi a été une litanie de noms qui ont envoyé des ondes de choc à travers la communauté, le député Harold Jackson, qui avait falsifié des rapports de police, 2 membres du conseil scolaire qui avaient fait pression sur le directeur d'Elia, un employé du bureau des archives du comté qui avait perdu des formulaires de plainte.
Ce n'était pas seulement une question de race, admit Lindsay d'une voix creuse. C'était une question de pouvoir, de maintenir certaines personnes à leur place ou la nôtre. C'est ce qu'on m'a appris toute ma vie. Et Jim Carter en particulier, pourquoi le cibler? Lindsay regarda Elia pour la première fois depuis le début du procès. Il était respecté. Les élèves l'admiraient. Les parents noirs insistaient pour qu'il soit promu chef de département. Mon frère disait qu'il devenait trop influent. À mesure qu'elle continuait à citer des noms et à détailler les incidents, l'ampleur du complot se révéla. Ce qui semblait être des incidents racistes isolés se révéla être une tentative coordonnée de maintenir une hiérarchie sociale qui avait profité à la famille Walsh pendant des générations. Le lendemain du témoignage explosif de Lindsay, un journaliste d'investigation de la capitale de l'État a publié des enregistrements audio des appels au 911 que Lindsay avait passés au cours des 5 dernières années. Appel après appel. Elle a signalé des hommes noirs suspects qui livraient simplement des colis, faisaient du jogging dans le quartier ou attendaient des bus. J'en ai un autre qui inspecte les maisons de Maple Street, disait clairement sa voix dans un enregistrement. Un escroc qui fait chanter les maisons. Envoyez quelqu'un vite fait avant qu'il ne cambriole. La réponse du répartiteur était révélatrice, c'est encore Lindsay Walsh? Que fait cet homme? Il marche avec suspicion. Regardant les maisons. Madame, porte-t-il quelque chose? Approche-t-il des portes? Non, mais je sais comment ils sont. Envoyez quelqu'un. L'appel s'est terminé avec le soupir audible du répartiteur. Le schéma était clair. Lindsay ciblait à plusieurs reprises des hommes noirs pour des activités ordinaires. Espérant que la police répondrait à ses craintes plutôt qu'à un comportement réellement suspect. À midi, le député Harold Jackson, l'un des responsables cités dans le témoignage de Lindsay, avait présenté sa démission. Le soir même, il était en garde à vue, accusé de falsification de rapports de police et de falsification de preuves en lien avec un incident survenu en 2021. Où Lindsay avait accusé un étudiant noir de l'avoir menacé sur un parking. Le procureur général de l'État a annoncé l'ouverture d'une enquête officielle sur les préjugés raciaux systémiques et les abus de pouvoir dans le comté de Maplewood, promettant d'examiner chaque dossier impliquant l'influence de la famille Walsh au cours de la dernière décennie. Pour Elia, cette avalanche de révélations a suscité des émotions contradictoires. Voir la vérité enfin reconnue était une source de satisfaction, mais aussi une profonde lassitude. L'affaire l'avait accaparé, le transformant du simple citoyen en symbole réticent. Nous devons discuter des prochaines étapes, a déclaré Marcus lors d'une réunion stratégique au domicile d'Elia. Le procès civil contre Lindsay est pour l'essentiel gagné. Mais nous disposons désormais de preuves pour porter des accusations plus graves contre tous les complices, l'adjoint, les membres du conseil scolaire. Et même certaines entreprises ayant participé aux dissimulations. Cela pourrait durer des années. Eli resta assis, silencieux, réfléchissant. À quel point cela va-t-il encore me consumer? Demanda-t-il finalement. Une partie de moi veut que chacun soit tenu responsable, mais une autre partie veut simplement enseigner à mes élèves et vivre en paix. C'est un choix personnel. Dit doucement Chantelle. Mais n'oubliez pas que votre décision ne vous concerne pas seulement. Elle concerne tous ceux qui ont été victimes de telles attaques. Mais qui n'ont pas eu les ressources ni le soutien nécessaire pour riposter. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur les épaules d'Elia. Avant qu'il puisse répondre. Son téléphone sonna, un autre média national demandait une interview. L'affaire avait capté l'attention du pays, devenant un sujet central de discussion sur les privilèges. La race et la responsabilité. Entre-temps, des soutiens inattendus ont afflué. Des défenseurs des droits civiques ont proposé leur aide. Des animateurs de talk shows ont souhaité relayer son histoire. Des politiciens des deux partis ont évoqué cette affaire dans leurs discours sur la réforme de la justice. La boîte mail d'Elia a débordé de messages de tout le pays. Des personnes partageant des expériences similaires, des parents le remerciant d'avoir montré à leurs enfants ce qu'était la dignité face à la haine. Des enseignants fiers de le compter parmi leurs collègues. Un soir, alors que le procès touchait à sa fin, la sœur d'Elia, Amara, décida enfin de s'exprimer publiquement. Lors d'un forum communautaire organisé par Chantelle, elle prit le micro, les mains légèrement tremblantes. Mon frère a toujours été calme. Celui qui garde la tête basse et travaille 2 fois plus dur, commença-t-elle. Nos parents nous ont appris que c'était la clé de la survie dans une ville comme celle-ci.
Ne pas faire de vagues. Être irréprochable. Ne jamais leur donner d'excuses. Sa voix s'est renforcée lorsqu'elle a poursuivi, pendant des années. Notre famille a subi ce qu'on appelle des micro-agressions même si ce qu'elles nous font ressentir n'a rien de microscopique. Les vendeurs qui suivent nos enfants partout. Les voisins qui appellent la police lors des réunions de famille. Les emplois qu'on ne décroche pas alors qu'on est les plus qualifiés. Au moment où elle a fini de parler de la réalité quotidienne d'être noir à Maplewood, de nombreuses personnes dans le public étaient en larmes. Y compris des résidents blancs qui n'avaient jamais pensé à la façon dont leurs voisins vivaient la même ville si différemment. La décision du juge, lorsqu'elle est finalement tombée, n'a surpris personne. Lindsay Walsh a été reconnue coupable d'agression, de faux rapports et de complot en vue de commettre des violations des droits civiques. L'affaire civile a abouti à un jugement important contre elle, le service de police et le commissaire du comté. La chute de Ron Walsh fut encore plus dramatique. Une recherche approfondie dans les archives du comté révéla des preuves d'abus de pouvoir, de corruption impliquant des entreprises locales et d'obstruction systématique à la justice. L'homme qui avait dirigé Maplewood en coulisses pendant des décennies fut emmené hors de chez lui, menotté, sa carrière politique ruinée. Alors que Lindsay était escortée hors de la salle d'audience après le prononcé de la sentence, elle passa près d'Elia. Se penchant légèrement vers lui, elle murmura. « Tu crois que c'est ça la justice ? Ils viendront te chercher. » Elia ne répondit pas, mais ses paroles restèrent gravées dans sa mémoire. Rappelant que les victoires étaient rarement complètes et que les préjugés ne disparaissaient pas avec une décision de justice. Après l'incident, Maplewood a entamé un lent et pénible processus de confrontation avec son histoire. Les réunions publiques sont devenues des forums animés de discussion sur la race et les privilèges. Évités depuis des générations. Certains résidents ont résisté, s'accrochant au mythe réconfortant d'une communauté harmonieuse qui n'avait jamais vraiment existé. D'autres ont saisi l'opportunité d'un véritable changement. Pour Elia, le retour à l'enseignement a été à la fois un défi et une récompense. Certains parents ont retiré leurs enfants de ces cours, réticents à accepter la nouvelle réalité. Mais beaucoup d'autres ont exprimé leur soutien, et sa classe est devenue un espace de discussion franche sur l'histoire et la justice. Un après-midi. Alors qu'il corrigeait des copies dans sa classe après les cours, un concierge lui a apporté une grande enveloppe laissée à l'accueil, sans adresse de retour. L'homme a remarqué que la sécurité l'avait vérifiée, elle ne contenait que des copies. Seul dans sa classe, Elia ouvrit l'enveloppe et découvrit une pile de documents, de notes internes, de courriels et de notes manuscrites datant de plusieurs décennies. Il détaillait les efforts systématiques des dirigeants de la ville, dont plusieurs membres de la famille Walsh, pour maintenir la ségrégation raciale dans le logement, l'emploi et l'éducation. Longtemps après que ces pratiques aient été légalement abolies, une simple note était collée au recto. Il y en a d'autres là-dedans. La question est, vous vous battez toujours ou avez-vous fini ? Elia contemplait les documents. Sentant le poids de l'histoire, celle de la ville et la sienne peser sur lui. La gifle qui avait marqué le début de ce voyage avait révélé les préjugés de plus d'une femme. Elle avait brisé les fondations d'un système fondé sur l'inégalité et le silence. Il rassembla les papiers et les remit dans l'enveloppe. Elia savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Le procès était peut-être terminé, mais le combat pour une véritable justice exigerait plus que des victoires juridiques. Il faudrait le courage de continuer à dire la vérité, même si elle était douloureuse à entendre. Par la fenêtre de sa classe, il pouvait voir les élèves traverser la cour, riant et discutant en groupe mixte. Ce qui aurait été inhabituel quelques mois auparavant. De petits changements, certes, mais significatifs. Elia prit son téléphone et appela Marcus. « Ces accusations plus graves que tu as mentionnées, dit-il, sa décision prise. Je pense qu'on doit les poursuivre, finalement. Certains combats valent la peine, même s'ils durent longtemps. » 3 mois s'étaient écoulés depuis la fin du procès. L'automne avait transformé Maplewood, peignant les arbres de rouge et d'or éclatants, à l'image de la nouvelle énergie de la ville. Pour Elia Carter, le changement de saison semblait approprié, un rappel visuel que rien ne restait figé à jamais, pas même les systèmes profondément ancrés d'une petite ville du Sud. Un soir, assis à son bureau, un journal relié en cuir ouvert devant lui, Elia repensait au voyage qui avait commencé par un simple arrêt pour faire le plein. Sa plume parcourait la page d'une écriture soignée. Ce n'est pas la gifle qui m'a brisé. C'est toute cette vie d'instants qui l'ont précédé, les humiliations digérées,
les commentaires ignorés. La conscience constante d'être observé, jugé, toléré, mais jamais pleinement accepté. Ce qui a finalement été brisé, ce n'est pas ma détermination, mais mon silence. Il marqua une pause. Regardant la lumière dorée filtrée par sa fenêtre. L'attention des médias commençait enfin à décliner. Le dernier quart de reportage avait quitté sa rue 2 semaines auparavant. Il pouvait presque goûter le retour à la normale même si c'était une nouvelle normalité, différente à la fois subtile et profonde. Le lendemain matin. Elia se retrouva à emprunter un itinéraire familier sans vraiment s'y attendre. Il tourna vers la station-service Jackson. L'établissement avait rouvert sous une nouvelle direction après que Bill Thompson eut plaidé coupable de falsification de preuves et perdu sa licence d'exploitation. L'enseigne indiquait désormais Maplewood Fuel and Market, et le dépanneur avait été rénové. Elia s'arrêta à la pompe 4, celle-là même où tout s'était passé. Il resta un long moment assis dans sa voiture avant de sortir. La sensation était surréaliste, comme revivre un rêve. Alors qu'il se tenait là, pistolet à essence à la main. Un jeune garçon noir d'une dizaine d'années passa avec sa mère. Le garçon s'arrêta, fixant Elia avec une reconnaissance non dissimulée. « C'est toi qui t'es levé », dit-il simplement. Elia hocha la tête, incertain de la réponse à donner. « Mon père m'a montré la vidéo », a poursuivi le garçon. Il a dit, parfois, ne pas riposter est plus fort que frapper. « Ton père a l'air d'être un homme sage », répondit Elia, la gorge serrée par une émotion inattendue. La mère du garçon adressa à Elia un sourire de solidarité discrète avant de guider doucement son fils vers le magasin. Ce bref échange laissa Elia bouleversé comme les interviews des médias nationaux ne l'avaient jamais été. D'une certaine manière, dans la reconnaissance de cet enfant. Le poids de ce qui s'était passé ou de ce qui se passait encore lui est apparu avec une nouvelle clarté. Cet après-midi-là, Elia a rencontré Chantelle à son centre communautaire. L'espace avait été transformé ces derniers mois et abritait désormais le siège de ce qu'ils avaient baptisé le Carter Stand Fund. Une initiative visant à apporter un soutien juridique aux victimes d'injustices raciales dans les petites communautés. Nous soutenons déjà 3 dossiers. Expliqua Chantelle en lui montrant les bureaux rénovés. Des personnes qui n'auraient peut-être jamais manifesté auparavant trouvent le courage de se manifester. C'est toujours étrange de voir mon nom attaché à cela, a admis Elia en regardant le logo simple, la silhouette d'une personne debout, le dos droit, digne. Ton nom est devenu synonyme de quelque chose d'important, répondit Chantelle. Tenir bon sang se rabaisser à leur niveau. Cela résonne auprès des gens. Comme pour confirmer ses dires. Le téléphone d'Elia sonna. Un numéro new-yorkais inconnu. C'était la 3e maison d'édition à le contacter ce mois-ci. Monsieur Carter, je suis Jordan Phillips, des éditions Horizon. Nous aimerions discuter de la possibilité que vous écriviez un livre sur votre expérience. Nous pensons que votre histoire doit être racontée avec vos propres mots. Son premier réflexe fut de décliner, comme il l'avait fait lors des précédentes offres. Il était professeur d'histoire, et non écrivain ou militant. Mais avant même d'avoir pu formuler son habituel refus poli, il se souvint du garçon à la station-service. J'y réfléchirai, a-t-il dit. Mais seulement si l'accent n'est pas mis uniquement sur moi. Cette histoire parle d'une communauté. D'un système et de toutes ces personnes qui ont vécu des situations similaires sans que des caméras ne puissent immortaliser leur moment. L'éditeur a accepté avec enthousiasme. Au moment où Elia a raccroché, il avait déjà prévu une réunion pour la semaine suivante. « Tu vas le faire ?» demanda Chantelle, ayant entendu sa version de la conversation. « Je pense que oui. » répondit-il, surpris lui-même. Certaines histoires méritent d'être documentées, même s'il suffit de les vivre une fois. Des changements se produisaient à Maplewood. Tant sur le plan structurel que symbolique. L'élection spéciale visant à remplacer le commissaire Walsh avait permis l'élection de la première femme noire à la commission du comté. Le conseil scolaire comptait désormais 2 membres hispaniques et un parent d'origine asiatique, une diversité impensable un an plus tôt. Elia observait ces changements avec un optimisme prudent. Il savait mieux que quiconque que le progrès n'était pas linéaire et que les contre-coups suivaient souvent les progrès. Les menaces avaient cessé. Mais il regardait encore son rétroviseur plus souvent qu'avant, toujours légèrement teinté lorsque les voitures de police le croisaient dans la rue. Un soir, un site d'information locale a publié un enregistrement fuité de l'interview de Lindsay Walsh en prison. Sa voix, autrefois si assurée et si prétentieuse, était désormais teintée d'amertume.
Je voulais juste qu'ils se sentent petits. C'est toujours le cas. Ils sont censés reculer, s'excuser, s'en aller. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. L'intervieweur lui a demandé si elle regrettait ses actes. Je regrette de m'être fait prendre, répondit-elle avec une honnêteté surprenante. Cette ville a fonctionné d'une certaine manière pendant des générations. Je respecte ses règles. Et maintenant, les règles ont changé, et c'est moi qui en paie le prix. Elia écouta l'enregistrement une fois, puis ferma son ordinateur. Ces paroles n'avaient rien de surprenant, aucune révélation susceptible de modifier sa compréhension. Juste le même sentiment d'avoir droit à quelque chose, teinté maintenant du ressentiment de quelqu'un qui subit des conséquences pour la première fois peut-être. La semaine suivante. Marcus Bell reçut une nouvelle inattendue. Son travail sur l'affaire Elia avait attiré l'attention du barreau de l'État, qui le proposa à un siège au nouveau comité d'éthique de l'État. Créé pour remédier aux inégalités systémiques au sein du système judiciaire. Lors de son discours de remerciement, Marcus a reconnu l'importance de ce moment. Cette nomination n'aurait pas eu lieu sans le courage de personnes ordinaires qui refusent d'accepter l'injustice comme une fatalité. Des personnes comme Elia Carter et Chantel Green. Qui nous ont montré que se lever ne signifie pas toujours riposter. Parfois, cela signifie rester ferme dans sa dignité et sa vérité. La reconnaissance de son nom a suscité les applaudissements du public, mais Elia, qui regardait la diffusion en direct depuis sa classe, n'éprouvait qu'un profond sentiment de détermination. L'attention n'avait jamais été sa motivation. Il avait toujours été question de quelque chose de plus fondamental, le droit d'exister dans l'espace public sans crainte ni excuse. Après des mois de congé administratif, le premier jour de retour en classe d'Elia arriva. On lui avait proposé une promotion au poste de chef de département, le poste même qui avait apparemment menacé le sens de la hiérarchie de la famille Walsh, mais il avait décliné pour l'instant, préférant se concentrer sur l'enseignement. En entrant dans sa classe ce matin-là, il fut surpris par les applaudissements spontanés de ses élèves. Ils se levèrent de leur bureau, applaudissant et l'acclamant tandis qu'il déposait sa mallette au fond de la salle. Momentanément sans voix, Ellie leva la main pour les faire taire. « Merci », dit-il simplement. « Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui compte. » Le lendemain matin de l'incident, Elia était assis tranquillement dans son salon, une tasse de café refroidissant à côté de lui, tandis qu'il parcourait les articles de presse sur sa tablette. Son propre visage lui était fixé sur l'écran, une image de la vidéo de Meghan, prise juste après la gifle. Les titres étaient très variés, allant de simples informations comme une femme gifle un homme dans une station-service locale, la vidéo devient virale, aux prises chargées telles que la course et la puissance se rencontrent à Maplewood Pump. Mais c'est l'exclusivité de Channel 7 qui a le plus retenu son attention, les liens de la famille Walsh. Une histoire de plaintes enfouies. Lindsay Walsh n'était pas n'importe quelle femme prétentieuse avec des préjugés raciaux, c'était Lindsay Parker Walsh. Ex-femme de l'ancien shérif James Parker et sœur de Tyrone Walsh, l'actuel commissaire du comté. La chaîne a révélé une série inquiétante de plaintes déposées contre elle au fil des ans. Toutes mystérieusement rejetées ou noyées dans les tracasseries administratives. Il y a eu l'adolescent noir qu'elle accusait de l'avoir harcelé au centre commercial en 2018. Mais dont les poursuites ont été abandonnées après que des images de vidéosurveillance l'ont montré en train de faire des courses avec sa mère. Ensuite, le paysagiste hispanique qui, selon elle, l'avait menacé, a perdu ses contrats avant d'être blanchi. Plus récemment, un livreur noir a failli perdre son emploi après avoir appelé le 911, prétendant qu'il repérait des maisons, alors qu'il vérifiait simplement les adresses d'un colis. Le téléphone sonna, perturbant la concentration d'Elia. C'était Chantel Green. « Monsieur Carter, avez-vous vu les nouvelles ?» demanda-t-elle. « Je le regarde maintenant, » répondit-il, la voix tendue. « C'est plus qu'une gifle, » dit Chantel. « Il s'agit d'un schéma qui a perduré à cause de ses relations. J'ai organisé une rencontre avec Marcus Bell cet après-midi. C'est le meilleur avocat spécialisé en droit civique de l'État, et il est prêt à prendre votre dossier bénévolement. » Elia hésita. Il était enseignant, pas militant. Il tenait à sa vie privée et à sa tranquillité. M'engager dans une bataille juridique publique contre l'une des familles les plus puissantes du comté n'était pas ce que j'avais prévu pour mon été. Je voulais juste faire le plein d'essence, dit-il doucement. Je sais, répondit Chantel, douce mais ferme. Mais parfois, c'est le moment qui nous choisit, et non l'inverse. 3 heures plus tard.
Elia était assis dans les modestes bureaux du Bell Legal Advocacy Group, face à Marcus Bell, de l'autre côté d'un bureau encombré de bloc-notes et de dossiers. Bell était plus jeune qu'Elia ne l'imaginait, la quarantaine peut-être, et son regard perçant ne laissait rien passer. « Soyons clairs, Monsieur Carter. » A commencé Marcus après avoir visionné la vidéo et le rapport de police, il ne s'agit pas seulement d'une gifle. Il s'agit d'un problème systémique où certaines personnes instrumentalisent leurs privilèges en toute impunité. Madame Walsh agit ainsi depuis des années, protégée par l'influence de sa famille. Il glissa un dossier sur le bureau. Ce sont des plaintes scellées auxquelles j'ai réussi à accéder aux 3 rien que ces 2 dernières années, toutes suivant le même schéma. Elle accuse. Envenime la situation, se fait la victime, puis son frère ou son ex-mari fait taire l'affaire. Elia feuilleta les documents, l'estomac noué. Alors, que se passe-t-il maintenant? A-t-il demandé. Maintenant, dit Marcus en se penchant en avant, on riposte. On commence par des accusations d'agression. Ensuite, on engage une action civile pour harcèlement racial et détresse émotionnelle. On rend l'affaire trop publique, trop coûteuse pour qu'il l'enterre cette fois-ci. Pendant ce temps, Maplewood était divisé, comme prévu. Devant le palais de justice. Des manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire justice pour Ellie et mettre fin à la corruption de la famille Walsh. De l'autre côté de la rue, une contre-manifestation. Composée principalement de résidents plus âgés, a eu lieu. Nous soutenons l'inceste signe qui appelle à la prudence et à la retenue. À la First Baptist Church. Le pasteur William Thompson a rappelé à ses fidèles la longue appartenance de Lindsay à la communauté et sa générosité. Il y a toujours 2 versions à chaque histoire, a-t-il déclaré. Mais à l'église Greater Opham, le message du révérend Jackson était clair, lorsqu'un membre de notre communauté est attaqué simplement parce qu'il existe dans l'espace public. Le silence n'est pas une option. Nous soutenons frère Carter et exigeons justice. La division s'est répandue sur les réseaux sociaux, déclenchant des échanges houleux. Des tensions raciales latentes ont refait surface, révélant des clivages que beaucoup avaient ignorés. Au lycée Maplewood, le directeur Donovan a appelé Elia dans son bureau lundi matin. « Elijah » commença-t-il en évitant tout contact visuel, vu l'attention médiatique, le conseil estime qu'il serait préférable que tu prennes un congé payé, le temps que la situation se calme. Tu sais à quel point ces choses-là peuvent être distrayantes pour les élèves. Tu me suces pas pour agression? Demanda Elia, incrédule. Pas de suspension, corrigea Donovan. Un départ volontaire pour ton bien. Ellie resta assis, assimilant les implications. Qui du conseil a suggéré ça? Donovan changea de position. C'était un consensus général. Le commissaire Walsh était-il impliqué dans tout ça? Insista Elia. Le silence du directeur en disait long. Ce soir-là, racontant la conversation à Marcus et Chantelle au bureau du centre communautaire, la colère d'Elia était palpable. Ils essaient de m'isoler, dit-il. Me faire disparaître. Intimidation classique. Marcus acquiesça. Ça ne s'arrêtera pas là. Ils feront pression sur tes employeurs, tes amis, ta famille. Le téléphone d'Elia sonna. Sa sœur, Amara, avait la voix inquiète. Elijah, quelqu'un a laissé un mot sur ma porte. Il dit, ton frère aurait dû rester à sa place. Maintenant, ta famille va payer. Pas de signature. Les enfants ont peur. Elia serra le téléphone. Appelle la police. Documente tout. Fais tes bagages. Tu restes chez moi ce soir. Il regarda Chantelle et Marcus, la résolution renforcée. Ils s'en prennent à ma famille, maintenant. Marcus hocha la tête d'un air sombre. C'est pour ça qu'on voit grand. Une action civile non seulement contre Lindsay, mais aussi contre tous ceux qui l'ont soutenu, la police qui a fermé les yeux, le commissaire qui a enterré les plaintes, la station-service qui a perdu les images. Tu veux poursuivre toute la structure du pouvoir? Demanda Elia. Parfois, répondit Marcus. C'est ce que la justice exige. Pendant ce temps, Megan Reynolds, 17 ans, a essuyé de vives réactions lorsque sa vidéo est devenue virale. Les soutiens ont afflué, mais aussi les menaces et les accusations de troubles et de atteinte à la réputation de la ville. Ce soir-là, Megan était en direct sur TikTok, les larmes aux yeux mais la voix posée.
Je reçois des menaces pour avoir publié ce qui s'est réellement passé, mais je ne retirerai pas ce que j'ai dit. Tout le monde doit connaître la vérité. Monsieur Carter n'a rien fait de mal. Il faisait juste le plein. Elle s'est approchée de lui, a crié, puis l'a frappé. Il n'a pas élevé la voix. On dit qu'il faut entendre les deux parties, mais j'étais là. Il n'y a pas de camp. Il y a ce qui s'est passé et ce qu'elle veut faire croire. La vidéo a rapidement accumulé des milliers de vues, attirant l'attention nationale et le soutien aux droits civiques. Alors que la pression montait, le commissaire Ron Walsh a convoqué une réunion d'urgence avec le chef de la police Thomas Brewer et l'avocat de la famille William Stern. C'est hors de contrôle, dit Ron en arpentant le Maplewood Country Club. C'est désormais national. Il faut contenir la situation. La vidéo complique les choses, admit Stern. Votre sœur a manifestement porté le premier coup. Alors, modifiez le récit, insista Ron. Trouvez des informations compromettantes sur Carter, plainte, infraction. N'importe quoi qui puisse le faire passer pour l'agresseur. Le chef Brewer s'agita, visiblement mal à l'aise. Ron, on se connaît depuis 20 ans, mais c'est risqué. Le service est sous étroite surveillance. Tom, souviens-toi qui a soutenu ta nomination, lança Ron, faisant taire le chef. Trouve ou fabrique quelque chose. Peu importe. En conspirant. Marcus rencontra un ancien employé de station-service qui lui confia, nerveux, Madame Walsh a déjà causé des ennuis. Il y a 2 ans, elle avait accusé un livreur noir de la menacer. Les images ont été corrompues. Puis la police l'a interrogé. Vas-tu témoigner? Demanda Marcus. L'homme hésita. Je dois vivre ici. Elijah aussi, répliqua Marcus avec fermeté. Sa famille est également menacée désormais. De retour au centre, Chantel et Elia aidèrent à organiser un rassemblement quand le téléphone d'Elia vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Vérifiez vos emails. Vous devez voir ça. Le courriel contenait une vidéo en pièces jointes. Elia halta en l'ouvrant, une vidéo de surveillance de la station-service Jackson. Datée de 2 heures avant son arrivée. On y voyait Lindsay Walsh arpenter le parvis avec le directeur de la station, pointant divers endroits, gesticulant avec emphase, mimant la peur. Reculant de façon défensive, les mains levées comme face à une menace invisible. Tout était prémédité. Chantel, dit Elia d'une voix tendue, tu dois voir ça. Les yeux de Chantel s'écarquillèrent devant l'écran. Ça change tout, conclut-elle. Ce n'était pas un hasard.